le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Si je vous dis toxique, si je vous dis blonde, popstar interplanétaire, vous me répondez Britney. Et vous aurez raison, c'est notre sujet de la semaine. Elle a sorti il y a 2 jours son autobiographie. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de revenir sur sa bio de façon un peu rapide pour remettre en tête les éléments à chacun et chacune avant de passer au cœur du sujet. Alors Britney commence sa carrière dans une émission de Mickey Mouse Club. Pendant ses 5 premières années de carrière, elle a vendu plus de 60 millions d'albums. Fin 2004, elle épouse le danseur Kevin Federline, avec lequel elle a 2 garçons. C'est une relation qui suit celle avec l'acteur Justin Timberlake, une autre star de l'épopée Mickey Mouse. Un épisode qui a beaucoup marqué sa vie, puisqu'on n'arrêtait pas de les faire yesh. On lui demande « Est-ce que vous êtes vierge ? Bref. En février 2007, elle entre dans un salon de coiffure et se rase le crâne sous l'objectif des paparazzis qui la traquent. À la sortie, elle frappe les photographes à coups de parapluie. Certains y ont vu de la folie, d'autres une libération par elle-même. Elle est alors en plein divorce, elle souffre de dépression et perd la garde de ses enfants. Elle est hospitalisée de force en janvier 2008, après avoir refusé de laisser sa garde à son ex-mari. Alors pour l'aider, son père James Pierce la met sous tutelle. Elle ne dispose plus donc ni de son argent, ni de son corps. Elle est par exemple forcée à suivre un traitement ou forcée à porter un stérilet, elle qui pourtant souhaitait avoir de nouveau des enfants. Alors naît le phénomène #FreeBritney en 2009. Derrière ce hashtag se cachent des fans qui pensaient que Britney était prisonnière de son père, retenue contre son gré. Et si au départ il n'était pas pris au sérieux, c'est vrai, mais moi je me rappelle que je regardais des vidéos et c'était en mode genre ouais, on a dit à Britney de porter un haut jaune et si elle le porte ça veut dire qu'elle va pas bien. Et j'étais en mode genre attends, c'est un peu tiré par les cheveux. On dirait que c'est des gars qui disent que la terre est plate là qui me parlent. Et en fait c'était vrai. Peu à peu le mouvement est devenu viral. Les fans de la star l'utilisent pour attirer l'attention de la justice, manifestent avec des pancartes Free Britney parce que oui, elle a aidé des millions de gens à travers ses chansons, à travers son art. Et donc à chaque étape judiciaire du processus d'émancipation de la chanteuse, les fans étaient là pour la soutenir. Elle est donc libérée de sa tutelle en 2021. Pendant ses 13 ans, son père s'est versé un salaire mensuel de $16 000 et a récolté en tout $6 millions grâce au talent de sa fille. Un homme bien ou tout simplement un père, on ne sait pas, ce ne sera pas à moi de trancher. Elle a tranché pour elle-même en tout cas, en sortant son autobiographie pour donner sa version des faits. Exactement. Et cette autobiographie, du coup, tu l'as dit, elle sort aujourd'hui, jour où on enregistre ce podcast, le 24 octobre. Et ça intervient du coup après sa libération de sa tutelle. Ça fait déjà 2 ans, qui était exercée par son père pendant 13 ans. Et ce livre, cette autobiographie s'appelle The Woman in Me, la femme en moi, et sort aux éditions Simon & Schuster aux États-Unis et J.C. Lattès en France. C'est sorti dans plus de 20 pays, ça a été traduit dans plus de 10 langues, donc vraiment, je pense que ça va faire un gros succès. L'éditeur aurait même payé $15 millions pour acquérir les droits de ce livre. C'est un livre qui est hyper attendu, on en parle depuis un petit moment. Avant même sa sortie, il y a 2 jours, le livre, figure-toi qu'il était en tête des ventes de précommande sur Amazon, États-Unis et France. Donc c'était déjà sold out, limite, avant même sa sortie. Alors, on n'a pas pu lire l'autobiographie, puisqu'elle est sortie aujourd'hui, enfin le jour où on enregistre, le 24 octobre. Et on a un petit peu fait nos recherches, et il y a plusieurs médias qui ont publié des extraits. L'autobiographie fait donc 324 pages. Elle a été coécrite avec le journaliste Sam Lansky. Alors, il y a des premières impressions qui sont un petit peu sorties sur Internet. Moi, j'ai pu lire, par exemple, dans Le Point, que l'autobiographie est d'une naïveté déconcertante, mais que c'est quand même une confession factuelle, précise, lucide sur les traumatismes de Britney Spears et que c'est d'une tristesse infinie. Le Point rajoute « On tourne les pages de la même manière qu'on ne peut s'empêcher de fixer un train déraillé avec horreur et impuissance. » Ouais, ça paraît assez dramatique. Et ensuite, en fait, on apprend que dans ce livre-là, elle fait plein de révélations, notamment elle révèle avoir subi une pression de la part de son ancien mec, du coup Justin Timberlake, pour avorter. Et dans ce livre, elle écrit « L'une des expériences les plus difficiles de ma vie, ça a été cet avortement. Si la décision avait été la mienne, je ne l'aurais jamais fait. »
Oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup de fans qui pensent que son clip Every Time parlait de son avortement et au-delà du clip, même les paroles. Ouais. Donc, je viens d'aller les chercher et je vais t'en lire un peu. Ça dit And every time... Non, je vais pas du tout essayer de chanter. Et chaque fois que je te vois dans mes rêves, je vois ton visage, ça me hante. J'imagine que j'ai besoin de toi, bébé. Et en fait, comme ça dit I guess I need you, baby, tout le monde pensait que ça parlait d'une rupture amoureuse, alors qu'en fait, c'était une rupture mère-enfant. Et depuis, du coup, la communauté de Britney se prend au jeu de décrypter tous ses anciens tubes au regard de ses écrits. Après leur rupture avec Justin Timberlake, Britney a été harcelée par les médias parce que Justin avait fait une chanson qui s'appelle Cry Me a River, avec un clip sorti en 2002, où il dénonce la tromperie qu'elle lui a fait subir, tromperie qu'elle assume, qu'elle avoue dans son livre avec le danseur Wade Robson. Mais enfin, maintenant, on apprend aussi qu'elle a porté tout le blâme alors que lui aussi la trompait. Et oui, et avec une célébrité dont elle ne donne pas le nom. Elle est bien sympa. Et il l'a quittée par texto. Vraiment un mec classe. Ça résonne un peu en moi. Et oui, et dans ce livre, dans cette autobiographie, elle parle aussi de son adolescence hyper sexualisée, de la pression de ses parents, surtout de son père, en réalité, et comme tu viens de le dire, du harcèlement aussi subi par la presse. Oui. Elle parle aussi de sa famille religieuse qui était très exigeante, avec aussi un père alcoolique et colérique. Elle raconte, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ses débuts à 11 ans au Mickey Mouse Club. Et voilà, elle dit que c'était vraiment une enfant hyper sexualisée. En fait, elle énumère dans ce livre-là toutes les remarques sexualisantes qu'il y a pu y avoir sur son corps d'enfant, et tous les commentaires aussi grossophobes qui l'encourageaient à perdre du poids à l'âge de 11 ans quand même. Elle parle aussi de sa phobie sociale, de sa dépression postpartum, de tous ses séjours dans les centres de désintoxication et justement de son crâne rasé. Pourquoi ? Elle était droguée ? Alors, apparemment, elle était accro aux médicaments, notamment aux médicaments du coup qu'on lui donnait. Et donc, voilà. Des anxiolytiques pour aller mieux, puis... Probablement. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'était une addiction aux médicaments. Et donc, elle parle de tout ça, et puis elle écrit « J'avais tellement été scrutée en grandissant, j'ai été regardée de haut en bas. Les gens m'ont dit ce qu'ils pensaient de mon corps depuis que j'étais adolescente. Me raser la tête et passer à l'acte était ma façon de les repousser. » Donc là, elle parle de son crâne rasé en 2007. En fait, c'est ouf parce que moi, à l'époque, j'étais petite fille, je pense comme toi, j'avais 12 ou 13 ans. Ouais. Et je me disais vraiment genre, waouh, la folle. Oui, grave. Alors que maintenant, je me dis, waouh, l'icône. Vraiment. D'avoir repris par son corps, en fait. Carrément. Un contrôle. Puis voilà, elle parle de toutes ces choses très difficiles, de sa famille violente qui ne la soutient pas et qui lui prend tout son argent. Elle prend la parole sur son récit, en fait. Elle reprend du pouvoir, et aussi sur l'état de sa santé mentale. Elle en parle. Jusqu'ici, il y avait eu beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs sur son état mental. Là, voilà, elle pose les mots vraiment sur ce qui l'a traversé. Et elle met l'accent sur les inégalités de traitement hommes-femmes aussi dans l'industrie, parce qu'elle dit « Tous ces artistes masculins qui ont perdu leur fortune au jeu, alors tous ceux qui ont souffert d'addiction et de problèmes psychiatriques, personne n'a essayé de les priver de la maîtrise de leur corps et de leur argent. Je ne méritais rien de ce que ma famille m'a fait subir. » Parce que c'est vrai, des gens qui avaient des addictions, des gens qui avaient tous les problèmes qu'elle a pu traverser, des hommes, il y en avait plein. Pour autant, est-ce qu'ils ont été placés sous tutelle ? Je ne crois pas. Non, bien sûr que non. Donc elle met vraiment l'accent sur ça, et puis elle revient aussi sur justement l'hypocrisie de cette tutelle. Elle écrit « D'un côté, j'étais trop malade pour pouvoir me choisir un petit ami, mais de l'autre, j'allais suffisamment bien pour jouer dans un épisode de sitcom, participer à des matinales et chanter devant des milliers de personnes dans un coin différent du monde chaque semaine. Plutôt surprenant, non ? C'est vrai que c'est hyper hypocrite, quoi. Elle est assez en état pour faire de l'argent, pour donner à sa famille, mais pas en état de ne pas être sous tutelle, quoi. Ouais. C'est la contradiction, d'ailleurs, je trouve, la plus criante, qui montre à quel point... Je sais pas, c'était un échafaudage de plan de la garder sous cette tutelle. Ouais, carrément. Et donc le magazine Le Point affirme même que son récit a une vraie portée féministe, et je suis plutôt d'accord, puisque en gros le magazine Le Point, donc je cite, dit « En admettant avoir avorté la fille du Sud, née dans le Mississippi, qui a grandi en Louisiane, où l'avortement est interdit, même en cas de viol ou d'inceste, eh bien elle devient la porte-parole des femmes qui reprennent la main sur leur sexe. » C'est ouf, ça me fout toujours les poils de réaliser maintenant que la plus grande démocratie du monde, l'avortement est interdit dans la moitié des États, qu'il y a des lois qui sont en train d'être votées pour genre la peine de mort. Et il est clair que son récit
va avoir une portée plus grande qu'elle. Et ça, c'est ce qui est merveilleux, puisqu'on a toujours essayé de contrôler le corps des femmes. Et c'est là où vraiment, c'est sincère, en plus que son père l'a forcé à avoir. Mais oui, carrément. C'est un exemple assez criant de plein de choses que d'autres femmes traversent, quoi. Et donc aujourd'hui, voilà, après la fin de cette tutelle, on voit une Britney qui revit. On voit plein de révélations dans cette autobiographie. C'est la fin de la tutelle et je lis un extrait du livre qui a été publié dans le magazine People. Elle dit: au cours des 15 dernières années, et même au début de ma carrière, je me suis contentée de laisser les gens parler de moi et raconter mon histoire à ma place. Donc là, on voit que dans cette autobiographie, enfin, elle récupère son récit. Et elle rajoute aussi: après m'être libérée de ma tutelle, j'étais enfin libre de raconter mon histoire sans subir de conséquences de la part des personnes en charge de ma vie. Il est enfin temps pour moi d'élever la voix et de m'exprimer, et mes fans méritent de l'entendre directement de ma bouche. Parce que c'est vrai que souvent, elle a jamais vraiment pu s'exprimer elle-même quand elle était sous tutelle. Elle était un peu, vraiment, on l'a silenciée, quoi. Et elle rajoute: plus de conspiration, plus de mensonges, juste moi qui possède mon passé, mon présent et mon futur. Et je trouve ça hyper fort. Et donc on voit justement Britney Spears qui reprend le contrôle notamment de ses réseaux sociaux. Est-ce que c'est la fin des messages cryptés qu'elle mettait sur les réseaux sociaux ? Pas vraiment, ça reste toujours un peu cryptique, mais c'est peut-être finalement sa personnalité. On la voit à l'extérieur, on la voit en vacances, on la voit justement danser dans des vidéos dans lesquelles elle tourne dans son salon. Et malgré les critiques ou les commentaires inquiets au sujet de sa santé mentale, donc Britney serait folle parce que ses danses sont bizarres, Britney, elle semble quand même plus libre, plus heureuse, elle reprend un peu le contrôle de son corps. On la voit notamment, il y avait une vidéo où elle apparaissait nue, où elle était fière de montrer son corps. Nue sans culotte ? Ouais. Debout ? En train de danser ? Ouais. Ok. Je sais pas si tu l'as pas vu. Ouais, c'était flouté, il me semble, mais voilà, elle était nue. Évidemment, il y a eu des commentaires sur ça, surtout sur sa santé mentale. Qu'est-ce qui lui prend ? Elle est folle. C'est marrant parce qu'on peut pas la voir nue si c'est elle qui se met à nu. C'est mais ça. on l'a mise nue. Exactement, mais toujours la même chose. Ouais, c'est assez ouf. La femme, en fait, quand c'est aux autres de décider pour elle quand est-ce qu'elle se monte nue. Exactement. Mais bon, tout le monde en plus donne sa petite opinion sur ces vidéos. Quand les gens font pas un peu de la psychophobie en mode she's so weird, on la slut shame, quoi. Sur tous ces contenus de réseaux sociaux. Même des fans commencent à se dire qu'ils sont inquiets, que peut-être il faut remettre en cause le mouvement Free Britney, qu'elle serait dangereuse pour elle-même. Et c'est le paradoxe de son hypersexualisation, c'est que dès qu'elle reprend le contrôle de son corps, elle est humiliée par l'opinion publique. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est ça. En fait, dès que c'est elle qui décide de se montrer, de se mettre en avant, c'est mal, c'est la folie, c'est tout ce que tu veux. Et enfin, ouais, voilà. En tout cas, sache qu'elle s'était remariée en 2022 avec Sam Asghari, tu l'as dit tout à l'heure, mais que maintenant, voilà, liberté retrouvée, elle est en pleine procédure de divorce. Mais non. Si, elle va se séparer. Il me semblait chelou en même temps. Oui. Une opinion avec 2 photos. Non, mais c'était pas son coach à la base ? Je sais pas exactement, je crois qu'il est acteur. Tu sais que sur le mariage, j'ai lu des trucs de ouf que genre c'était pas vrai que ce mariage avait vraiment lieu. Je vais en parler après, ouais. Mais j'adore cette théorie du complot. Il y a vraiment beaucoup de théories du complot sur tout ça. Et puis, même si elle a sorti une chanson, donc c'était la première, sachez-le, depuis 6 ans, avec Elton John, Hold Me Closer. Je sais pas si tu l'as déjà écouté. Oui. En fait, elle donne pas vraiment l'impression de vouloir reprendre sa carrière. Elle a envie plutôt de profiter de la vie, quoi. De profiter de sa nouvelle liberté, finalement. Donc, elle est de nouveau libre. Elle sort cette autobiographie. Tout semble aller bien, mais je trouve quand même qu'elle est toujours moquée, harcelée, scrutée. Et il y a toujours plein de théories du complot qui l'entourent, comme on l'a un petit peu évoqué. Par exemple, ces vidéos de danse qui amusent sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui s'inquiètent. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui sont réellement inquiètes, mais il y a aussi... des commentaires un peu désobligeants, quoi. Comme, je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo où elle danse avec des couteaux et les gens, du coup, la prennent pour une folle. Mais pour moi, j'ai surtout vu un lien, en fait, un clin d'œil à la performance de Shakira au MTV VMA en 2023, où elle dansait avec des couteaux. Et j'ai l'impression que quoi qu'elle fasse, en fait, on va la traiter de folle, quoi. Enfin, certes, certaines de ces vidéos sont un peu cheloues, l'angle est bizarre, la manière de se filmer est bizarre, mais laissez-la tranquille. De toute façon, je crois que malheureusement, comme c'est une femme, elle aura toujours tort. De toute façon, elle est toujours jugée pour ses relations amoureuses et pour son rôle aussi de mère. Enfin, tout ce qu'elle peut avoir comme facette en tant qu'être humain va être passé au crible. Et notamment son rôle de mère. La presse l'accuse souvent de maltraitance envers ses enfants, notamment pendant sa dépression.
Mais pas que la presse, aussi son ex-mari, le rappeur et acteur Kevin Federline, a donné une interview au Daily Mail en 2022 où il a déclaré que ses fils ne voulaient plus rester avec leur mère parce qu'ils avaient honte de ses photos dénudées. Bon, après, c'est la parole de son ex, est-ce qu'on le croit ? Not that much. Et en plus de ça, il y a plein d'autres rumeurs qui entourent encore Britney Spears. Selon les rumeurs, malgré du coup sa liberté retrouvée, elle sortirait plus de chez elle. Il y a même plein d'autres théories du complot. Il y a certaines personnes qui soupçonnent le fait que en fait sa tutelle, en fait, elle s'est jamais vraiment terminée, que justement son ex, enfin c'est pas encore son ex-mari, mais Sam Asghari était là pour la surveiller. Que son mariage, en fait, n'a jamais vraiment eu lieu et que, du coup, les photos du mariage qui circulaient, en fait, elles étaient truquées. Il y avait plein de théories du complot, comme quoi les stars qui étaient présentes, Madonna, tout ça, en fait, elles avaient été photoshopées sur les photos de mariage. Ouais, j'avais une sorte de... Je sais plus. Non, mais une histoire de voiture qui arrive devant le lieu de la cérémonie, mais en fait que non, que c'est pas le lieu. Bon, je sais plus, c'était il y a longtemps, je m'étais perdue dans les méandres de TikTok, mais franchement, on m'avait mis le doute, quoi. J'avais posé mon téléphone, j'étais en mode genre, what ? Mais vraiment, les vidéos sont tellement bien faites que tu doutes. Et il y avait même des vidéos où, justement, ils avaient fait une compilation des interviews des stars qui étaient présentes au mariage de Britney Spears. Et ils avaient essayé de trouver des contradictions. Par exemple, il y avait souvent la question qui revenait, qu'est-ce que vous avez mangé au mariage ? Et il y avait des personnes qui disaient, ah ben on a mangé des petits fours, et d'autres qui disaient, bah non, c'était plutôt ça. Et du coup, enfin... Les gens essaient de tirer des ficelles. Bon, j'ai l'impression aussi que quand tu fais des vidéos sur comme ça complotistes, tu peux tu peux tout trouver en fait. Enfin, si tu cherches, tu trouves des choses. Ah oui. J'en sais rien. Moi, je peux te dire. Ouais. Et donc il y a même des théories du complot qui diraient même qu'elle est carrément même pas vivante, qu'elle serait morte, et que en fait les clichés d'elle qui sont postés sur les réseaux sociaux, c'est des montages ou même pire, des images générées par des intelligences artificielles. Donc voilà. Encore plein de rumeurs autour de Britney Spears. Elle doit être vraiment fatiguée. Mais je me dis, on peut pas non plus trop blâmer les fans qui élaborent ces théories-là, parce que la situation, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans laquelle Britney était quand elle était sous tutelle, bah, en fait, elle a été un petit peu révélée grâce à ces théories du complot. Au final, elles se sont avérées vraies, ces théories du complot-là. Oui. C'est vrai, absolument. Donc bon, où est la vérité, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, le traitement médiatique est toujours hyper critiquable envers Britney Spears. Et puis ça a des séquelles, puisque encore aujourd'hui, elle en est encore traumatisée. Britney a même désinstallé son compte Instagram pour le week-end parce qu'elle a peur un peu de la réception de son autobiographie. Bah, j'espère qu'il sera bien reçu. Moi, en tout cas, je pense que Britney est bien vivante et qu'elle le sera plus que jamais avec la sortie de ce livre. Et le fait de pouvoir retrouver sa voix, elle qui était chanteuse, jeu de mots, métaphore.